Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les mers d'Europe s'apprêtent à voir naître un géant. Sous le règne d'Henri VIII, l'Angleterre veut affirmer sa puissance. Et elle va le faire avec un navire sans égal. Son nom, Henri Adieu, un monstre flottant, gigantesque pour son époque, armé de dizaines de canons, conçu pour dominer les océans. À son lancement, c'est un spectacle grandiose. Bois massif, voile immense, décoration somptueuse. Ce navire n'est pas seulement une arme, c'est un symbole. Celui d'un royaume en pleine ascension, celui d'une nouvelle ère maritime où la puissance se joue désormais sur mer. Mais derrière cette démonstration de force, une question demeure. Ce géant des mers était-il vraiment invincible ou simplement en avance sur son temps? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Au début du XVIe siècle, l'Angleterre se trouve à la croisée des chemins, tiraillée entre des ambitions continentales et une volonté affirmée de renforcer sa présence maritime. L'avènement d'Henri VIII en 1509 marque un tournant décisif pour la monarchie anglaise, qui aspire à rivaliser avec les puissances navales d'Europe, telles que la France, l'Espagne, le Portugal ou les États italiens. Dans ce contexte, le lancement du Henri de Grâce à Dieu en 1514 s'inscrit dans une politique de modernisation et d'expansion de la flotte royale, répondant à des enjeux stratégiques, économiques et symboliques majeurs. La période est caractérisée par des tensions croissantes entre les États d'Europe, où la maîtrise des mers conditionne non seulement la sécurité nationale, mais aussi la capacité à projeter son influence au-delà des frontières. L'Angleterre, longtemps perçue comme une puissance insulaire, cherche alors à s'affirmer sur la scène internationale par le biais d'une marine renouvelée et renforcée. Doté de 4 ponts et équipé de près de 100 canons, le navire représente une avancée majeure dans l'art naval, introduisant des innovations telles que la réparation des batteries sur plusieurs niveaux, l'utilisation de bois de qualité supérieure. Les artisans, ingénieurs et charpentiers impliqués dans sa construction bénéficient des meilleures techniques disponibles, importées parfois d'Italie ou des Pays-Bas, tandis que la supervision royale assure la conformité aux standards les plus élevés. Le chantier de Woolwich devient ainsi un laboratoire d'expérimentation et de perfectionnement contribuant à la réputation du Henri de Grâce de Dieu comme le plus puissant navire de guerre d'Europe. Le Henri de Grâce à Dieu, souvent appelé Great Harry, est conçu pour incarner la suprématie technologique et militaire de l'Angleterre. Sa construction débute en 1512 sur les chantiers navals de Woolwich, mobilisant des ressources considérables, un savoir-faire inédit. Le financement du projet repose sur la volonté seule d'Henri VIII de doter son royaume d'un navire sans équivalent, tant par ses dimensions que par sa puissance. La mise à l'eau de Henri de Grâce à Dieu en 1514 est un événement d'une portée exceptionnelle, orchestré avec faste et solennité comme d'habitude avec Henri VIII. La cérémonie rassemble la cour, les dignitaires étrangers et de nombreux spectateurs témoignant de l'importance accordée à ce navire dans la politique d'Henri VIII. Le lancement devient un acte symbolique, matérialisant la volonté du roi d'inscrire son règne dans la modernité et la puissance maritime. Les contemporains, chroniqueurs et ambassadeurs ne manquent pas de souligner la démesure et l'audace du projet. Le Henri de Grâce à Dieu est perçu comme une démonstration de force, destinée à impressionner les alliés tout autant que les adversaires surtout. Les réactions sont contrastées, admiration, inquiétude, voire rivalité, car le navire modifie l'équilibre des puissances sur mer et suscite de nouvelles dynamiques diplomatiques comme on aurait pu s'en douter. Dès son lancement, le Henri de Grâce à Dieu occupe une place centrale dans la flotte anglaise. Il participe à des opérations majeures,
notamment lors de conflits contre la France et l'Écosse, où sa puissance de feu et sa capacité à transporter un grand nombre de soldats s'avèrent déterminantes. Le navire sert également de modèle pour la construction et la conception de nouveaux bâtiments, inspirant une évolution progressive de la marine anglaise vers des navires plus grands et mieux armés. Au fil des années, le Henri de Grâce à Dieu subit plusieurs modifications, notamment pour adapter son armement et améliorer sa manœuvrabilité. Il incarne la transition entre les galères médiévales et les navires de ligne modernes, posant les bases de la future suprématie britannique sur les mers et océans. Son influence se fait sentir dans la doctrine navale, qui privilégie désormais la puissance de feu et la capacité à affronter des escadres ennemies en haute mer. À l'échelle européenne, le Henri de Grâce à Dieu se distingue par ses dimensions et son armement, surpassant largement les galions espagnols et les grands navires français, alors que la plupart des puissances privilégient des flottes plus nombreuses, mais moins imposantes. L'Angleterre fait le choix de l'innovation et de la concentration de la puissance. Le navire devient une référence, suscitant l'intérêt des ingénieurs et stratèges européens, qui cherchent à comprendre les secrets de sa conception, la technologie embarquée, notamment la disposition des canons et la structure des ponts, inspire des adaptations dans plusieurs marines continentales. Le Henri de Grâce à Dieu contribue ainsi à accélérer la course à l'armement naval, modifiant l'équilibre des forces, favorisant l'émergence de nouveaux standards de construction. Son influence dépasse largement les flottes et les frontières anglaises, participant à la transformation du paysage maritime de la Renaissance. Sur le plan historique, le Henri de Grâce à Dieu marque une rupture avec les pratiques anciennes, initiant une tradition de construction navale qui culminera au XVIIe siècle avec la domination britannique. Son héritage se manifeste dans les innovations techniques, l'organisation des chantiers, l'évolution des doctrines maritimes. Le navire demeure un symbole de la capacité de l'Angleterre à s'adapter et à innover, posant les fondations d'une puissance maritime durable. L'impact de ce navire sur la stratégie navale anglaise est considérable. Le navire inaugure une nouvelle ère où la puissance maritime devient un pilier de la monarchie, permettant à l'Angleterre de s'imposer comme un acteur majeur dans les conflits européens. Le prestige associé au navire renforce l'autorité d'Henri VIII. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 24 février 1514, c'est l'arrivée au Portugal de l'ambassadeur arménien Mathéus, qui rencontre le roi Manuel Ier. Le 28 juin, c'est la fondation de Santiago de Cuba. Les conquistadores espagnols, commandés par Diego Velázquez de Cuéllar, achèvent la conquête de Cuba. Le 23 août 1514, les Ottomans, grâce à leur artillerie lourde, défont l'armée perse safavide à la bataille de Tchal d'Iran. Shah Ismaïl perd la Mésopotamie et l'Anatolie. Comme on l'a vu, le lancement de Henri Grâce à Dieu par Henri VIII en 1514 représente un jalon majeur de l'histoire navale européenne. Par sa conception audacieuse, son rôle central dans la flotte anglaise et son influence sur les stratégies maritimes, ce navire s'impose comme une figure emblématique de la Renaissance. Il incarne la volonté d'innovation, de puissance qui caractérise l'Angleterre de ce début du XVIe siècle, tout en ouvrant la voie à une transformation profonde des équilibres maritimes. L'héritage du Henri de Grâce à Dieu se prolonge bien au-delà de son existence, inspirant des générations de constructeurs, de marins, de stratèges. Il témoigne de la capacité d'une monarchie à mobiliser des ressources tout en orientant la technologie au service de ses ambitions, tout en posant les bases d'une domination maritime qui marquera durablement l'histoire mondiale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.